Voilà, donc c'est une étude que nous avons réalisée dans le service à propos de 193 patients et près de 1500 injections intravitréennes. Depuis 2008, dans la littérature, il a été publié certains papiers nous attirant l'attention sur la montée pressionnelle chez certains patients lors d'injections intravitréennes séquentielles. Et l'objectif de l'étude était d'évaluer l'incidence de l'hypertonie oculaire chronique sur une première série française et d'identifier, si possible, les facteurs de risque prévisibles chez ces patients. Donc, la mesure de la pression intraoculaire a été réalisée en mode pulsé à chaque visite post-opératoire, post-injection. Si la pression était au-delà de 25 mm de mercure, il y avait un contrôle en aplanation et on a retenu pour chaque patient la pression intraoculaire maximum relevée dans le dossier lors de tout ce suivi qui a été en prospectif depuis 2009. L'analyse des sous-groupes a été réalisée pour les molécules injectées, puisqu'on a 2 anti-VEGF, et les facteurs de risque analysés sont la présence d'un glaucome ou hypertonie chez ces patients, la réalisation d'une capsulotomie dans le dossier, présente dans le dossier, diabète, nombre d'injections et âge des patients. L'âge moyen des patients était de 77 ans, avec un nombre moyen d'injections à 6,7 sur ces patients, avec un range qui, vous le voyez, est très important, de 1 à 49 injections. On a dans le groupe de ranibizumab 196 yeux, dans le groupe bevacizumab 21 yeux, et la moyenne des pressions PIO max était à 17 mm de mercure. Dans l'analyse des sous-groupes de molécules injectées, nous n'avons pas de différence significative entre le ranibizumab et le bevacizumab. Ceci dit, et ces résultats est à pondérer étant donné l'inégalité des sous-groupes en effectif. Au total, nous avons 4,6% des patients qui ont eu une élévation pressionnelle continue au-delà de 25 mm de mercure. 1,4% d'entre eux étaient au-delà de 30 mm de mercure, et ces patients avaient une pression intraoculaire moyenne, quand ils avaient cette élévation pressionnelle, aux alentours de 29 mm de mercure. Le nombre d'injections chez ces patients dans ce sous-groupe était plus élevé que dans la population contrôle, à 10,8 injections, et parmi ce sous-groupe, il y avait 40% de patients glaucomateux. Selon les molécules injectées, l'incidence est variable, avec, vous le voyez, 4,1% pour le ranibizumab et 9,5% pour le bevacizumab. Dans l'analyse des facteurs de risque de montée pressionnelle, cela ne concerne que les anti-VEGF, je le précise, nous avons une différence significative pour le sous-groupe des hypertonies oculaires au glaucomateux. Par contre, et contrairement à d'autres études qui ont été rapportées sur ce sujet, les patients qui avaient bénéficié d'une capsulotomie et les patients qui sont diabétiques, ça c'est la première fois qu'on l'a recherché, il n'y a pas de différence significative pour eux. Ce ne sont pas des patients à facteur de risque de montée pressionnelle dans ce cadre-là. Nous avons retrouvé une corrélation entre la PIO et le nombre d'injections intravitréennes, certes faible mais significative, avec une montée pressionnelle observée en moyenne à partir de 6,1 injections. Autre corrélation, cette fois-ci négative, nous n'avons pas retrouvé de corrélation entre l'âge et la PIO, et nous avons retrouvé une corrélation positive chez les femmes. Voici une synthèse de la revue de littérature qui est actuellement disponible sur le sujet. Vous voyez quelques papiers depuis 2008, avec dans le groupe ranibizumab une moyenne que l'on peut retenir. Nous sommes cohérents dans notre étude ici en bas, soulignée à environ 4% pour le ranibizumab. Par contre, certaines études ont retrouvé, comme la nôtre, une augmentation de cette élévation pressionnelle dans le groupe bevacizumab. De manière tout à fait remarquable, toutes les études retrouvent une moyenne de montée pressionnelle chez ces patients aux alentours de 30 mm de mercure. Dans notre étude, nous avons trouvé un nombre d'injections intravitréennes avant l'élévation pressionnelle qui est un petit peu plus bas, à 6,1. Et nous sommes la deuxième étude à relever le glaucome parmi les facteurs de risque chez ces patients. La physiopathogénie est discutée, elle est très différente bien sûr de l'hypertonie oculaire cortisonique, moins fréquente et celle-ci est en tout cas non réversible, avec plusieurs hypothèses qui sont discutées actuellement. D'une part, l'altération trabéculaire liée au pic répété de pression intraoculaire observé immédiatement cette fois-ci après les injections. Je vous rappelle qu'une première étude, nous avions retrouvé une moyenne de 46 mm de mercure, cohérente avec la littérature également. Deuxième point, l'encombrement trabéculaire multifactoriel par les anticorps, par les microgouttelettes de silicone liées aux seringues ou des agrégats de protéines. Et enfin, une trabéculite chronique ou une réaction immunoallergique auto-immune trabéculaire, l'ensemble menant à l'obstacle à l'écoulement trabéculaire. En conclusion, cette hypertonie oculaire après injection intravitréenne répétée est une nouvelle entité parmi les HTO et iatrogènes.
Elle est le témoin de la pharmacodynamie des principes actifs qui sont injectés dans le vitré, avec une double excrétion, et elle en est l'expression, avec une excrétion antérieure trabéculaire, alors que nous recherchons bien sûr une excrétion plus rétinienne et postérieure, puisque c'est le site d'action recherché des anti-VEGF. Il faut retenir à l'esprit, et c'est le message de la communication, qu'on a entre 5 et 10% d'hypertonie oculaire chronique après injection répétée, selon la molécule utilisée. Mais en France, c'est plus préférentiellement maintenant le ranibizumab. Que les patients à risque, eh bien, sont les patients qui sont glaucomateux ou avec une HTO préexistante, et que c'est une complication qu'il faut retenir à peu près à la fin de la première année de nos traitements séquentiels, puisqu'elle arrive après la 6e injection en moyenne dans notre étude, 10e dans d'autres patients. Donc il faut absolument intégrer la surveillance du tonus oculaire lors des consultations post-injection intravitréenne. Au moment de l'OCT, il faut avoir une PIO au moins pulsée demandée à l'orthoptiste. Je vous remercie.